Le Faucon, nouvelle tirée de Boccace. Je me souviens d'avoir damné jadis l'amant avare, et je ne m'en dédis. Si la raison des contraires est bonne, le libéral doit être en paradis. Je m'en rapporte à messieurs de Sorbonne. Il était donc autrefois un amant qui, dans Florence, aima certaine femme. Comment aimer? C'était si follement que, pour lui plaire, il eût vendu son âme. S'agissait-il de divertir la dame, à pleine main il vous jetait l'argent, sachant très bien qu'en amour, comme en guerre, on ne doit plaindre un métal qui fait tout, renverse mur, jette porte par terre, n'entreprend rien dont il ne vienne à bout, fait taire chien et quand il veut servante, et quand il veut les rend plus éloquentes que Cicéron, et mieux persuadantes. Bref, ne voudrait avoir laissé debout aucune place, et tant forte fût-elle. Si laissa-t-il sur ses pieds notre belle? Elle tint bon. Fédéric échoua près de ce roc, et le nez s'y cassa. Sans fruit aucun, vendit et fricassa tout son avoir, comme l'on pourrait dire belle comté, beau marquisat de Dieu, qu'il possédait en plus et plus d'un lieu. Avant qu'aimé, on l'appelait Messire à longue queue. Enfin, grâce à l'amour, il ne fut plus que Messire tout court. Rien ne resta qu'une ferme au pauvre homme, et peu d'amis, même amis Dieu sait comme. Le plus zélé de tous se contenta comme chacun de dire « c'est dommage ». Chacun le dit, et chacun s'en tint là. Car de prêter à moins que sur bon gage. Point de nouvelles. On oublia les dons, et le mérite, et les belles raisons de Fédéric, et sa première vie. Le protestant de Madame Clity n'eut de crédit qu'autant qu'il eut de fonds. Tant qu'il dura, le bal, la comédie ne manqua point à cet heureux objet. De maints tournois elle fut le sujet, faisant gagner marchands de toutes guises, faiseurs d'habits et faiseurs de devises, musiciens, gens du sacré vallon. Fédéric eut à sa table Apollon. Femme n'était ni fille, dans Florence, qui n'employa pour débaucher le cœur du cavalier, l'une un mot suborneur, l'autre un coup d'œil, l'autre quelque autre avance, mais tout cela ne faisait que blanchir. Il aimait mieux Clity inexorable qu'il n'aurait fait Hélène favorable. Conclusion, qu'il ne l'a pu fléchir. Or, en ce train de dépenses effroyables, il envoya les marquisats au diable, premièrement, puis en vint au comté, titre par lui plus qu'aucun regretté, et dont alors on faisait plus de compte. De là les monts, chacun veut être comte. Ici marquis, baron peut-être ailleurs, je ne sais pas lesquels sont les meilleurs, mais je sais bien qu'avec la patente de ces beaux noms, on s'en aille au marché, l'on reviendra comme on était allé. Prenez le titre et laissez-moi la rente. Clity avait aussi beaucoup de biens. Son mari même était grand terrien. Ainsi, jamais la belle ne prit rien, argent ni don, mais souffrit la dépense et les cadeaux, sans croire pour cela être obligé à nulle récompense. S'il m'en souvient, j'ai dit qu'il ne resta au pauvre amant rien qu'une métairie, chétive encore et pauvrement bâtie. Là, Fédéric alla se confiner, honteux qu'on vit sa misère en Florence. Honteux encore de n'avoir pas su gagner, ni par amour, ni par magnificence, ni par 6 ans de devoir et de soins, une beauté qu'il n'en aimait pas moins. Il s'en prenait à son peu de mérite, non à Clity. Elle n'ouït jamais, ni pour froideur ni pour autre sujet, plainte de lui, ni grande ni petite. Notre amoureux subsista comme il put dans sa retraite où le pauvre homme n'eut pour le servir qu'une vieille édentée. Cuisine froide et fort peu fréquentée. À l'écurie, un cheval, assez bon mais non pas fin. Sur la perche, un faucon, dont, à l'entour de cette métairie, défunt marquis s'en allait, s'en valait, sacrifiant à sa mélancolie mainte perdrix, qui, là, ne pouvait mais des cruautés de Madame Clity. Ainsi vivait le malheureux amant. Sage s'il eût, en perdant sa fortune, perdu l'amour qui l'allait consumant, mais de ses feux, la mémoire importune le talonnait. Toujours un double ennui allait en croupe à la chasse avec lui. Mort vint saisir le mari de Clity. Comme il n'avait qu'un fils pour tous enfants,
fils n'ayant pas pour un pouce de vie, et que l'époux, dont les biens étaient grands, avait toujours considéré sa femme. Par testament, il déclare la dame son héritière, arrivant le décès de l'enfançon, qui, peu de temps après, devint malade. On sait que, d'ordinaire, à ses enfants, mère ne sait que faire pour leur montrer l'amour qu'elle a pour eux, zèle souvent aux enfants dangereux. Celle-ci, tendre et fort passionnée, autour du sien est toute la journée lui demandant ce qu'il veut, ce qu'il a, s'il mangerait volontiers de cela, si ce jouet, enfin, si cette chose est à son gré. Quoi que l'on lui propose, il le refuse. Et pour toute raison, il dit qu'il veut seulement le faucon de Frédéric. Pleure et mène une vie à faire gens de bon cœur détestés. Ce qu'un enfant a dans la fantaisie, incontinent, il faut l'exécuter, si l'on ne veut l'ouïr toujours crier. Or, il est bon de savoir que Clytie, à 500 pas de cette métairie, avait du bien, possédait un château. Ainsi, l'enfant avait pu, de l'oiseau, ouïr parler. On en disait merveille, on en contait des choses non pareilles, que devant lui jamais une perdrix ne se sauvait, et qu'il en avait pris tant ce matin, tant cet après-dîner, son maître n'eût donné pour un trésor un tel faucon. Qui fut bien empêché? Ce fut Clytie. Aller ôter encore à Frédéric l'unique et seule chose qui lui restait. Et supposer qu'elle ose lui demander ce qu'il a pour tout bien, auprès de lui méritait-elle rien? Elle l'avait payé d'ingratitude, point de faveur, toujours hautaine et rue dans son endroit. De quel front s'en aller après cela le voir et lui parler, ayant été cause de sa ruine? D'autre côté, l'enfant s'en va mourir, refuse tout, tient tout pour médecine. Afin qu'il mange, il faut l'entretenir de ce faucon. Il se tourmente, il crie. S'il n'a l'oiseau, c'est fait que de sa vie. Ces raisons-ci l'emportèrent enfin. Chez Frédéric, la dame, un beau matin, s'en va sans suite et sans nul équipage. Frédéric prend pour un ange des cieux celle qui vient d'apparaître à ses yeux. Mais cependant, il a honte. Il enrage de n'avoir pas chez soi pour lui donner, tant seulement, un malheureux dîner. Le pauvre état où sa dame le trouve le rend confus. Il dit donc à la veuve, « Quoi ? Venir voir le plus humble de ceux que vos beautés ont rendus amoureux, un villageois, un hère, un misérable. C'est trop d'honneur, votre bonté m'accable. Assurément, vous alliez autre part. » À ce propos, notre veuve repart. « Non, non, Seigneur, c'est pour vous la visite. Je viens manger avec vous ce matin. » « Je n'ai, dit-il, cuisinier ni marmite. Que vous donnez ?»« N'avez-vous pas du pain ?» reprit la dame. Incontinent, lui-même il va chercher quelque œuf au poulailler, quelques morceaux de lard en son grenier. Le pauvre amant, en ce besoin extrême, voit son faucon. Sans raisonner, le prend, lui tord le cou, le plume, le fricasse et l'assaisonne, et court de place en place, tandis que la vieille a soin du demeurant. Fouille au bahut, choisit pour cette fête ce qu'ils avaient de linge plus honnête, met le couvert, va cueillir au jardin du serpolet, un peu de romarin, 5 ou 6 fleurs, dont la table est jonchée. Pour abréger, on sert la fricassée, la dame en mange, et feint d'y prendre goût. Le repas fait, cette femme résout de hasarder l'incivile requête, et parle ainsi. « Je suis folle, Seigneur, de m'en venir vous arracher le cœur encore un coup. Il ne m'est guère honnête de demander à mon défunt amant l'oiseau qui fait son seul contentement. Doit-il pour moi s'en priver un moment? Mais excusez une mère affligée, mon fils se meurt. Il veut votre faucon. Mon procédé ne mérite un tel don. La raison veut que je sois refusé. Je ne vous ai jamais accordé rien. Votre repos, votre honneur, votre bien s'en sont allés au plaisir de Clytie. Vous m'aimiez plus que votre propre vie, et à cet amour, j'ai très mal répondu. Et je m'en viens, pour comble d'injustice, vous demander... Quoi, c'est temps perdu. Votre faucon. Mais non, plutôt périsse l'enfant, la mère, avec le demeurant, que de vous faire un déplaisir si grand. Souffrez sans plus que cette triste mère, aimant d'amour la chose la plus chère que jamais femme au monde puisse avoir, un fils unique, une unique espérance, s'en vienne au moins s'acquitter du devoir de la nature, et pour toute allégeance, en votre sein décharge sa douleur.
Vous savez bien, par votre expérience, que c'est d'aimer. Vous le savez, Seigneur. Ainsi, je crois trouver chez vous excuse. » « Hélas, reprit l'amant infortuné, l'oiseau n'est plus. Vous en avez dîné. »« L'oiseau n'est plus, dit la veuve confuse. »« Non, reprit-il, plût au ciel vous avoir servi mon cœur, et qu'il eût pris la place de ce faucon. Mais le sort me fait voir qu'il ne sera jamais en mon pouvoir de mériter de vous aucune grâce. En mon paillet rien ne m'était resté, depuis 2 jours la bête a tout mangé. J'ai vu l'oiseau, je l'ai tué sans peine. Rien coûte-t-il quand on reçoit sa reine. Ce que je puis pour vous est de chercher un bon faucon. Ce n'est chose si rare que dès demain nous n'en puissions trouver. »« Non, Frédéric, dit-elle, je déclare que c'est assez. Vous ne m'avez jamais de votre amour donné plus grande marque. Que mon fils soit enlevé par la Parque, ou que le ciel le rende à mes souhaits, j'aurai pour vous de la reconnaissance. Venez me voir, donnez-moi l'espérance. Encore un coup, venez nous visiter. » Elle partit, non sans lui présenter une main blanche, unique témoignage qu'amour avait amolli ce courage. Le pauvre amant prit la main, la baisa, et de ses pleurs quelque temps l'arrosa. 2 jours après, l'enfant suivit le père. Le deuil fut grand. La trop dolente mère fit dans l'abord force larmes couler, mais, comme il n'est peine d'âme si forte qu'il ne s'en faille à la fin consoler, 2 médecins la traitèrent de sorte que sa douleur eut un terme assez court. L'un fut le temps et l'autre fut l'amour. On épousa Frédéric en grande pompe, non seulement par obligation, mais qui plus est, par inclination, par amour même. Il ne faut qu'on se trompe à cet exemple, et qu'un pareil espoir nous fasse ainsi consumer notre avoir. Femmes ne sont toutes reconnaissantes. À cela près, ce sont choses charmantes. Sous le ciel n'est plus bel animal. Je n'y comprends le sexe en général. Loin de cela, j'en vois peu d'avenantes. Pour celles-ci, quand elles sont aimantes, j'ai les desseins du monde les meilleurs. Les autres n'ont qu'à se pourvoir ailleurs.